Bonsoir les amis, nous sommes le mardi 28 juillet 2020 et vous avez été je ne sais pas combien à m'écrire des emails, Maître Brouza, Maître Brouza, Maître Brouza. Eh bien Maître Brouza, il est là avec nous, je l'ai invité. Salut Carlo, comment ça va? Ça va très bien, Sylvain. Je suis très, très content d'être là et de faire partie vraiment du firmament de tes invités. Et j'ai l'impression de voir, comme Negroni, les saucissons italiens, une étoile dans le ciel. Oui, c'est ça, c'est une réunion d'Italiens. Ils vont interdire les Italiens par décret, comme ça ils seront plus tranquilles. C'est une bonne idée. Tiens, c'est une bonne idée. Le bannissement des Italiens par des décrets à la suite du Covid-19. Ça va être très drôle. Voilà. Alors Carlo, tu as fait, en ce moment, tu fais le buzz sur la toile Internet. On ne parle que de toi. Puisque, alors je mettrai tous les liens, comme d'habitude, dans le descriptif de mon émission, la chaîne de Carlo, le site de Carlo, parce que tu as fait un courrier que chacun d'entre nous peut remplir, peut imprimer, qui dit que déclaration qui établit l'illégalité de la contravention de 4e classe qui serait imputée en cas de défaut du port du masque dans les lieux imposés par les décrets du 10 juillet 2020. Qu'est-ce que c'est que ça? Je dis toujours que l'état du droit, ce n'est pas seulement le droit substantiel, mais c'est surtout le respect, comme nous disons en tant qu'avocat, la procédure. Il est clair que la forme suit le fond. Le renvoi à des tests, ça peut paraître quelque chose de laborieux, un peu difficile à saisir pour le commun des mortels, mais je rappellerai que le droit est fait pour les hommes et pas les hommes pour le droit. Ça veut dire que, comme on dit, nul n'est censé ignorer la loi. Et quand je me suis amusé à faire le tour du ministère de l'Intérieur, de la préfecture de Paris, du commissariat, je leur ai demandé, donnez-moi les textes sur le fondement, pourquoi sont les magasins, pourquoi les supérettes, etc. Et j'ai vu vraiment une grande difficulté, même pour les opérateurs du droit, le ministère, les policiers, à saisir les textes et dire, voilà, monsieur, nous allons vous sanctionner sur tel fondement, etc. Et à partir de là, j'avais constaté ces problématiques bien avant, parce que comme tu le sais, Sylvano, même si nous ne connaissions pas à l'époque, moi j'avais commencé déjà à regarder de près le décret du 23 mars, les difficultés qu'il y avait dans la liaison entre le décret et la loi, le fait que la loi n'habilitait pas directement le gouvernement, mais modifiait les textes du Code de la santé publique. Donc il y avait quand même pas mal de choses qui attestaient une manière un peu bâclée de gérer l'ordonnancement juridique. Et cette manière bâclée se retrouve aussi dans le décret du juillet. Par exemple, quand on fait la référence de l'article 27 à l'article R 123.12 du Code de la construction de l'habitation, ce n'est pas ce texte-là qui fixe la liste des magasins, d'autant plus que j'attire votre attention de tous les spectateurs, de tous les internautes, que l'article 122 parle des questions de sécurité. Donc, on utilise un texte qui donne la liste des établissements, des magasins, etc., mais dans le cadre de la sécurité incendie notamment. Et quand il dit que la liste est celle qui est dans un règlement qui est rattaché à l'article 123.12, par exemple, eh bien, il y a deux règlements. Il n'y en a pas un seul, il y en a deux. Donc, lequel s'applique parce que c'est au sein de... Donc, chaque chose analysée porte à mettre en cause ce qu'on appelle le principe de légalité. D'autant plus que, j'attire votre attention, que sanctionner pour non-port du masque, pour moi, le fait de viser l'arrêté du 25 juin 1980 est quelque chose de déterminant pour permettre aux gens d'aller le retrouver facilement, de comprendre facilement, et pas des lettres alphabétiques que l'on énonce dans un article. Ensuite, il y a les problématiques de la sanction en tant que telle. Alors, bien sûr, la loi, en général, oui, je renvoie au décret de faire. Attention, moi, c'est le décret qui crée les infractions, c'est le décret qui les punit, et c'est le décret qui doit être autonome dans sa construction légale pour appliquer des textes qui ne sont pas des textes liés à l'état d'urgence sanitaire, parce que nous n'y sommes plus.
selon la loi du 10 juillet. Nous sommes sortis. Donc, par conséquent, comment pouvoir appliquer des règles qui sont consubstantielles à l'état d'urgence, qui est un état dérogatoire? C'est ça que j'attire bien l'attention. Ça veut dire que le principe, c'est la liberté, la vie normale, on partage notre espace, on partage notre vie, on se regarde, on se touche, on s'embrasse. Et ensuite, il y a un état d'urgence, mais dont j'ai l'impression, chers amis et chers Silvano, comme tu l'as dit bien souvent, et j'ai suivi attentivement ce que tu as fait, on est dans un état d'urgence permanent. Comme il disait quelqu'un que nous connaissions très bien, il disait, nous sommes dans un coup d'état permanent. Eh bien là, on est dans un état d'urgence permanent parce qu'en réalité, on a fait sortir par la fenêtre on a fait sortir par la porte ce qu'on a fait rentrer par la fenêtre. La loi du 10 juillet a dit, OK, on est sorti d'état d'urgence et après je fais 3 textes pour envoyer tout à l'exécutif et lui permettre de faire tout ce qu'il veut. C'est pour ça que, pour terminer vraiment, parce que je n'ai pas envie de monopoliser, mais d'échanger avec toi, quand j'ai dit qu'aujourd'hui nous sommes dans une situation dictatoriale, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui nous avons un pouvoir, le pouvoir exécutif, qui concentre entre ses mains la trilogie des pouvoirs. Alors on me dit, mais pourquoi qu'est-ce que vous dites ça? On a toujours les tribunaux, on a toujours le Conseil d'État, on a toujours le Parlement. Non, non. Pourquoi? Parce que si je prends le domaine, ce qu'on appelle le pouvoir législatif, le pouvoir législatif est réglé par l'article 34 et 37 de la Constitution. Ça veut dire que les droits réels, la liberté d'entreprendre, c'est du domaine de la loi. Après, la loi peut renvoyer pour régler quelque chose au règlement, mais c'est la loi. Or là, avec la loi du juillet, il a tout transmis à l'exécutif. Ce qu'il a envie de faire en matière de liberté d'entreprendre, de se réunir, de respirer, de vivre, de partager l'espace public, etc. Y compris avec un pouvoir exorbitant donné aux préfets, qui semblent tous devenus des Oberführer. Moi, je les appelle comme ça, des Oberführer, parce que on dirait qu'ils ont tous pété les plombs et il manque seulement des bottes en cuir et des chapeaux de certaines couleurs, comme le passé, ça fait venir la chair de poule. Ensuite, vous avez le pouvoir judiciaire. Alors, le pouvoir judiciaire, lequel? Les tribunaux, à partir du moment qu'il s'agit de règlements, ne sont visés que lorsqu'il y a infraction, parce qu'à la limite, c'est le tribunal correction, pas le tribunal correction, c'est le tribunal de police saisi sur opposition à une contravention qui pourrait, le cas échéant, effectivement statuer. Donc, jusqu'à là, il n'y a pas un tribunal. Le tribunal judiciaire ne sont pas saisis en tant que tel parce que ce sont des problèmes de droit administratif. Or, chers amis, quand on va devant un tribunal administratif, le Conseil d'État, est-ce que le Conseil d'État, le tribunal administratif, est une juridiction au sens pur du terme? La réponse est non. La réponse, c'est que les juges qui siègent au tribunal administratif et au Conseil d'État, ce sont des fonctionnaires de la République qui sont là pour jouer le jeu des juges, mais qui ont des liens avec la carrière, que s'ils dérangent trop le pouvoir, ils ne poursuivront pas leur bonhomme de chemin. Par conséquent, c'est ça, être un désintéressé. Donc, pour moi, le Conseil d'État et le tribunal administratif ne sont pas des juridictions au sens pur du terme, telles que nous jugées par un tribunal qui soit équitable. Par conséquent, aujourd'hui, le pouvoir exécutif peut tout décider, peut tout faire, peut tout imposer et ajouter la sanction répressive, parce que quoi qu'il en soit, j'ai beau à faire tous les documents de la terre. Si un policier veut infliger une sanction, peut le faire. La seule chose qui est en train de se passer, comme les policiers, un certain nombre, commencent à être un peu conscients qu'il y a quelque chose qui cloche, qu'aller faire des PV à des gens qui ne portent pas le masque, en plus que c'est toute la complexité, comment je vais m'y rendre, comment je vais intervenir, est-ce que le magasin va m'appeler, est-ce que je dois constater l'infraction, et si la personne a pris le masque, donc ainsi de suite. Ce sont des matrioshkas d'une aberration déjà juridique. Après, tu as développé d'une manière toujours exceptionnelle les problématiques posées par cette pandémie ou cette épidémie qui n'est pas une, que s'infecter, ce n'est pas un drame, mais ce qui compte, ce sont les entrées dans les hôpitaux, ce sont le nombre de personnes qui sont en thérapie intensive, et les chiffres sont extraordinairement basses. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas du tout une situation de drame dans les hôpitaux français. Et on dirait même que l'exécutif, avec sa boumboule de cristal, souhaite
qu'il y ait une deuxième vague pour qu'on puisse dire oui, on avait raison. Et donc, ce climat, j'ai terminé sur ça, j'ai écouté une radio à un moment ce matin, le message sur le coronavirus a été donné, pas une fois sur Radio Nationale, hein, qui fait une émission qui s'appelle Les GG, et le message sur le coronavirus a été donné 2 fois de suite, pas une, 2 fois de suite. Et je disais à ma compagne, 2 fois de suite, imagine un peu. En plus, pour dire une connerie, parce que ensemble, bloquons l'épidémie. Une épidémie ne se bloque jamais. Mais même un crétin, le plus crétin des médecins de terre dira qu'on ne peut pas bloquer l'épidémie. La nature de l'épidémie, c'est que l'épidémie évolue, elle avance pour créer ensuite ce qu'on appellera l'immunité de troupeau ou de groupe, qui est celui qui a permis à l'humanité de rester. Parce que quand il n'y avait pas les vaccins, comment l'humanité a survécu? A survécu parce qu'il y avait des virus qui tuaient des gens, mais il y avait aussi des gens qui produisaient des anticorps et qui ont permis à l'humanité de poursuivre. Si aujourd'hui on peut en avoir moins parce qu'on a des soins, parce qu'au lieu de bannir l'hydroxychloroquine et de faire les cons à ce niveau-là, on l'utilisait en plus de moyens. Mais non, mais on doit mettre en place toute une machinerie qui doit permettre de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Et ça, tu l'as parfaitement expliqué. Donc, c'est pour ça que vraiment, je crois qu'entre le discours juridique et ton approche vraiment d'une information extrêmement approfondie, j'espère vraiment qu'il y ait un réveil. Il y a déjà quelque chose en embryon, mais quelque chose qui peut nous amener à rappeler que le principe est d'y vivre dans un monde libre. Et que pratiquer l'eugénisme, placer la santé comme le summum, nous commettrons des erreurs monstrueuses. Et pour terminer, ce n'est pas de moi, mais de Comte Sponville, je préfère vivre avec le Covid-19 dans un pays libre. Voilà. Et je préfère, par contre, je le dis, mourir si aujourd'hui il y a une dictature. Et c'est ça que je ne veux pas. Carlo, il n'y a rien à rajouter dans tout ce que tu as dit. Hein. Mais alors maintenant, revenons justement sur cette dictature, donc comment la contrer. Et il y a beaucoup de gens qui connaissent ça et qui utilisent ça. Tu peux donner des exemples de personnes qui utilisent justement pour ne pas se faire embêter, pour ne pas avoir de contraventions qui sont quand même élevées, 135 €. Est-ce que ça marche? Alors, nous avons eu, je le dis, nous avons eu aujourd'hui plusieurs messages écrits, des emails qui ont été adressés à l'association Action 19, mais aussi au cabinet, dans lesquels il dit « Maître, j'ai présenté ce document à des policiers, les policiers sont restés bouche bée et les policiers ne m'ont pas infligé l'amende alors que je ne portais pas le masque. Pas un, pas deux, mais on est à 4 ou 5. Or, ce qu'il y a, c'est que 4 ou 5 personnes qui peuvent être communiquées. Je ne sais pas les autres personnes qui ont pu utiliser. Je sais très bien que le document a été aussi déposé dans certains commissariats, dans certaines gendarmeries, que certains disent, mais non, ne vous inquiétez pas, la sanction est prononcée dans la loi. Et après, elle est visée dans la loi parce que la loi envoie. Non, mais moi, je donne une explication de texte qui est différente de celle que certains, apparemment, ce sont certains du ministère qui tenteraient de contrer cela. Il n'en va pas moins qu'aujourd'hui, la situation, une amende, 2 amendes, 3 amendes, c'est déjà quelque chose de merveilleux. Je me dis, ça veut dire tout simplement qu'on n'a pas eu besoin d'attendre, d'aller se battre contre les tribunaux, devant les tribunaux, mais d'utiliser un document préventif qui permet aussi aux policiers, j'en connais beaucoup aussi, ne vous inquiétez pas, c'est pas que je suis contre la police et la République, je connais beaucoup de policiers qui ont du discernement, qui sont sérieux et qui ont envie de réfléchir, et ils se disent non, voilà, vous m'avez donné le moyen de dire, parce que j'attire toute votre attention, pour terminer ce point-là, la police a reçu simplement un message en disant vous sanctionnez, pas de masque, d'abord vous faites un peu de prophylaxie, vous faites raisonner les gens, et après, s'ils ne veulent pas, vous mettez l'amende. Mais il n'y a pas eu d'explication technique, juridique sur le fondement, rien du tout. C'est-à-dire que les policiers agissent sur la base des ordres dans une approche militaire. Et hier, on en discutait, toi et moi, comment ça se fait que le gouvernement n'a pas réagi et n'a pas rectifié les décrets pour que les amendes puissent être passées? Parce qu'il y a 2 possibilités. La première possibilité, c'est dire si nous réagissons, c'est un aveu et un désaveu. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on aura dit que ça fait n'importe quoi. Donc, peut-être aujourd'hui, je n'ai pas entendu, et ça c'est très important parce que Stéphano peut-être et tous les gens qui te suivent pourront me le dire, est-ce qu'il y a eu beaucoup de sanctions qui ont été infligées? Pour le moment, je ne crois pas.
pour le moment, il y a une situation que je dirais assez différente de ce qui s'est passé avec le confinement. Parce que j'attire votre attention aussi, alors nous n'avions pas eu l'occasion de parler pour les amendes de confinement, mais lorsque j'ai attaqué devant les tribunaux les amendes de confinement, pas devant les tribunaux, je les ai fait à travers un document de contestation de 8 pages. Nous avons eu 90% des commissaires, qu'on appelle les officiers du ministère public, qui ont donné droit au recours, qui ont abandonné les poursuites. Nous avons actuellement trois contraventions qui devront être discutées devant le tribunal de police, on verra bien. Pour le moment, on n'est pas encore là. Donc, parmi tous les adhérents de RAC 119 et toutes les personnes qui ont fait, aucune n'a payé de PV. Les gens, la plupart, ont fait l'objet de… Et il y a même le silence. Bien souvent, les officiers du ministère public, des fois, ne disent rien. Ils attendent. Parce qu'au bout d'un an, c'est prescrit. Donc, ils ne disent rien. Au lieu de dire il a eu raison, ils ne disent rien, puis ça part en prescription. Donc, c'est les différentes techniques de communication qui sont faites. Donc, c'est extrêmement intéressant. Donc, ce qui est en train de se passer là, c'est que, tu te rappelles, Sylvano, au niveau du confinement, on avait plus d'1 million de PV. C'est énorme. C'est quelque chose de scandaleux. Même là, on parle dans les autres pays, mais l'Italie était très dure aussi. En Allemagne, quand j'ai discuté avec… en Allemagne, ils étaient consternés. C'est quand même le pays qui a connu le nazisme. Et quand ils ont vu que nous étions punis parce qu'on n'avait pas… C'est quelque chose qui les a profondément choqués. Donc, c'est pour ça que je dis, là, il est en train de se passer quelque chose, d'autant plus que le PV de confinement ou déconfinement, c'était les personnes qui se prenaient dans la rue, c'est de la voie publique, on demandait le papier, etc. Alors que là, nous avons des espaces privés qui sont les exercices commerciaux dans lesquels on peut effectivement le public payer, hein, et établissements recevant du public, ce sont quand même des lieux privés. Et donc, c'est toute la complexité entre ce qui est la contravention et entrer dans un magasin lorsqu'il y a un délit. Parce que lorsqu'il y a un délit, nous sommes tous, comme nous en avions discuté, des officiers de police judiciaire. Quand on est en présence d'un crime, d'un délit, nous avons le droit d'intervenir. On a le droit d'arrêter, pas en matière de contravention. C'est pour ça d'ailleurs que les vigiles dans les supermarchés opèrent en tant qu'officiers de police judiciaire, parce qu'effectivement, il s'agit d'un vol en cas de flagrant, et d'ailleurs, après, la police peut venir chercher les personnes, les amener en garde à vue et les mettre en examen, le cas échéant, ou les renvoyer en correctionnel pour vol, s'ils ont fait un vol dans les supermarchés, etc. Ce qui n'est pas le cas d'une contravention. C'est-à-dire, moi, je rentre dans un magasin, je n'ai pas envie de mettre le masque, les vigiles viennent m'accoster en disant « vous mettez le masque », je réponds non. Ils ont le droit de rien faire. Est-ce qu'ils ont le droit de me foutre dehors? Oui, parce qu'on est dans un lieu privé ou pas? Non. Un établissement recevant du public, ils n'ont pas le droit physiquement de te mettre dehors. Ça veut dire, juridiquement parlant, ils n'ont pas le droit de toucher la personne, ça serait une agression physique. C'est pour ça qu'il y a une extrême complexité. Si c'était un délit, la chose était différente parce que, je leur ai dit encore, si on avait dit que le port du masque à l'intérieur d'un magasin, d'un ERP, est un délit, la situation se rapprochait du garçon ou d'une personne qui va voler dans un supermarché. Ce qui n'est pas le cas en matière de contravention. La contravention, c'est une infraction matérielle, d'accord, qui peut être constatée seulement par les personnes qui sont habilitées à la constater. Or, le décret du 10 juillet et le décret du 17 juillet n'ont pas donné le pouvoir au patron de magasin, au gérant, d'infliger une amende ou de constater l'infraction. Donc, physiquement, tu ne peux pas physiquement prendre quelqu'un et l'empêcher pour une contravention d'entrer. Donc, ça veut dire tout simplement qu'ils peuvent appeler la police. Certainement, ils peuvent le faire. Après, la police va se déplacer dans tous les magasins de France et de Navarre pour venir voir celui qui ne porte pas le masque. C'est autre chose. Et en plus du fait que c'est une infraction matérielle, il faut que la police puisse dresser le PV au moment où la police sera présente et verra la personne sans le masque. Il suffit que la personne ait le masque au moment où le policier est devant lui. Il ne pourra pas avoir le PV parce que l'infraction, elle est matérielle. C'est comme, je donne toujours cet exemple, c'est comme si quelqu'un qui gare la voiture et il ne met pas le ticket, et après, on prend la… Oh non, Maître Bourzard, garez la voiture, il n'a pas payé le ticket, il faut lui mettre… Non, il faut que le policier constate que la voiture était garée sur un emplacement payant sans le ticket pour que l'infraction, la contravention, soit effectivement établie. C'est intéressant parce qu'à travers ces réflexions, on met sur la table tous ceux que les grands médias ne font pas. Ce que tu es en train de… Les questions que tu poses, Sylvano, sont intéressantes parce que ce sont des discussions qui auraient dû être. Parce que si on parle comme ça dans les grands médias,
ça met en exergue toute la difficulté et toute l'alchimie qu'il y a entre ce qu'on dit et puis la mise en œuvre juridique qui est extrêmement attentatoire. Parce que quand vous rentrez dans un magasin et qu'on vous dit « Oh, 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 mets le masque », je dis « Pardon, vous parlez à qui déjà ?» À politesse, de moment. Tu vois, oh, oh, mais oh, on en est à ce niveau-là, ça me fait plaisir. Parce qu'on a atteint des niveaux de débilité mentale extraordinaires. Tu rentres dans un magasin, tu peux pas. D'abord, tu peux, et j'attire votre attention qu'il y a quand même une dérogation qui est absolue, c'est la personne qui ne peut pas porter le masque pour des raisons d'handicap. Or, cette personne a le droit, c'est même légal. Or, un gérant de magasin a-t-il le droit de me demander que je montre mon handicap pour dire je ne porte pas le masque? C'est une question très importante parce que c'est quand même le secret médical. On sait très bien que le secret médical est déjà vraiment bousillé avec l'arrêté qui permet aux grands Big-Pharma d'avoir toutes les informations sur nous. Mais moi, j'entre dans un magasin, on me dit bonjour, pourquoi vous n'avez pas le masque? Et moi, je dis, moi, j'ai un handicap et j'ai le droit de ne pas le porter. Et ça veut dire qu'il faudrait que je présente un certificat médical. Ce n'est pas dans la loi, ce n'est pas dans les textes. Ça veut dire que normalement, une personne qui entre dans un magasin sans masque, il faudrait partir du postulat que s'il ne le met pas, il peut prendre le risque d'avoir un PV. Mais on ne peut pas m'obliger de porter le masque parce que moi, je dis, j'ai ma dérogation, ce n'est pas vous que je la présenterai, je la présente seulement à la police. Donc, vous appelez la police, il n'y a aucun problème. Et moi, je l'attends. Et après, je présente mon certificat médical à la police, qui est la seule qui peut constater la contravention et qu'elle peut ne pas me l'infliger si je lui présente que j'ai le droit de ne pas la porter. Donc, vous voyez la complexité aussi de la mise en œuvre, parce que moi, j'entre et c'est où? Et je dois, il n'y a pas écrit la personne à qui? À la vendeuse de 18 ans qui a la responsabilité du magasin entre midi et 14 heures. C'est pour ça que quand la lecture un peu ironique que je fais là du texte et de tous les matrioshkas, c'est une manière pour tous nos auditeurs, pour tous nos téléspectateurs, pour tous les internautes, de comprendre l'absurdité, l'inanité de cette démarche, qui est une démarche juridique absurde. Après, la question médicale, tu l'as traitée de manière extraordinaire, les champignons, ce qui provoque, ce qui peut générer ce type de situation. Alors, en termes médical, on sait très bien qu'un masque peut être utile s'il est utilisé avec parcimonie dans certaines situations, mais limité, mais pas ce port général. Même moi, le médecin urgentiste qui a dit qu'il faut porter le masque tout le temps, je me demande s'il n'a pas pété les plombs. Moi, je le connaissais en tant que médecin sur Charlie Hebdo, je le connaissais un peu plus révolutionnaire. Là, on dirait qu'il s'est vraiment prostré parce qu'il a vu d'être nouveau ministre de la Santé, le prochain, le docteur Pelou. C'est ça qui me choque. C'est possible, c'est possible. En sachant aussi que les personnes asthmatiques n'ont pas à porter de masque, effectivement, elles n'ont pas à dire si elles sont asthmatiques ou pas à un gérant de magasin. Absolument. Donc, mais c'est le secret médical à ce niveau-là est quand même grave. Mais même tu peux avoir le sida et pour une question personnelle, le médecin dit que tu n'as pas le droit parce qu'il peut avoir des complexités, etc. Que dire bonjour, j'ai le sida et j'ai des réactions au niveau pulmonaire, je peux pas porter, mais on est dans le délire le plus total. Donc c'est pour ça que je fais réfléchir et que vraiment les gens soient réactifs sur ça, parce que on est tellement arrivé à un tel niveau de matraquage mental dans lequel tous les jours on entend ça, et puis réussir à réveiller des cerveaux qui ont été matraqués, massacrés, comme c'est le cas. Ce n'est pas facile. C'est une chance qu'il y a des personnes comme toi, par exemple, aujourd'hui, et d'autres que nous connaissons, qui apportent beaucoup et qui tentent de faire réveiller les choses. Jusqu'au jour qu'on n'est pas censuré, parce que je crois qu'on t'a censuré au moins 5 vidéos. C'est pas... 6. C'est pas non. Voilà. 6. C'est ça qui m'est dommage. Réaction. 6, voilà. Donc. Réaction 19. J'espère que la nôtre ne sera pas. Ah, alors, ils ont déjà censuré un avocat. Je rappelle à la pub que Maître Brouza est avocat et qu'un avocat a le droit de tout dire en France. Absolument. Absolument. C'est une grande liberté et je trouve que c'est bien dommage que beaucoup de mes confrères ne l'utilisent pas. C'est-à-dire qu'il y a des groupes d'avocats dans lesquels, effectivement, quand il y a eu la retraite, il y a eu des mouvements qui étaient très importants. Il y a eu vraiment des groupes qui se sont créés parce qu'on allait toucher. Mais la chose qui m'a profondément étonné, c'est aussi cette, je dirais, unanimité de la part quasiment du corps du monde des avocats face au choix du gouvernement
et que la liberté était moins importante que la retraite. Et ça me choque profondément. Alors qu'il y a des confrères, comme moi, mais d'autres que tu connais, que tu as invités, Maître Mana et les autres, sont des personnes qui se battent, qui ont du cœur, qui ont de la force et qui veulent réfléchir d'eux-mêmes. Et c'est ça qui est très important. Le problème qui se pose, c'est que aujourd'hui, je trouve que nous sommes vraiment une minorité par rapport à cette opération globale, d'anéantissement. Parce que quand tu as un gouvernement qui a menti de manière éhontée, comme cela est arrivé pour les masques, comme cela est arrivé pour les tests, comme cela est arrivé pour les chiffres qui ont été donnés, et qui continuent, et que ces mensonges-là sont relatés avec des films ironiques, etc. Et que les gens sont là, écoutez, Olivier Véran, qui il y a 2 mois, 3 mois, le 4 mars, il disait exactement le contraire. Que vous avez le président de la République qui disait exactement le contraire. Un président qui annonçait que les masques allaient être obligatoires à partir du 1er août, comme si effectivement la Covid était non dangereuse le 14 juillet et qu'elle allait devenir le 1er août. Des absurdités additionnées comme ça. Des conneries monstrueuses avec le professeur Salomon qui lui-même avait signé le rapport au mois de février dans lequel il ne fallait pas confiner, que c'était le problème du Covid touchait les personnes de plus de 75 ans et des personnes ayant des maladies graves qui sont des maladies qui touchent effectivement. Donc c'est lui-même qui avait écrit cela, il a signé le rapport. Et quand on connaît cela, mais non, on leur pardonne tous les mensonges. Mais moi je parle des mensonges, c'est les tromperies. C'est encore plus grave. Je rappellerai tout simplement que sur le plan médical, au niveau du travail, du droit du travail, la COVID-19 est considérée comme une grippe saisonnière au niveau 2 des maladies biologiques. Je l'ai relaté il y a 3 mois, ça a choqué tout le monde, j'ai produit le document parce qu'on me disait que ce n'est pas vrai. Non, c'est numéro 2. Premier, deuxième, troisième, quatrième, et c'est le 4e dans lequel il y a la pandémie, l'épidémie, l'absence de vaccin, etc. Alors que là, on est niveau 2. Et d'ailleurs, Sylvano, faisons raisonner. Aujourd'hui, il y a 10 millions de personnes, 7 millions dans les entreprises privées, où il n'y a pas d'obligation du port du masque, où il y a quelques règles, d'accord, il y a des protocoles qui sont. Et là, comme par hasard, la COVID-19 dans les entreprises, dans les bureaux, ne circule pas, elle s'arrête au pas de porte des bureaux. Par contre, dans tous les autres endroits, et vas-y que la Covid fait la fête avec tous les gens qui mangent, etc. Parce qu'on parle même au niveau de distanciation. Je mets au défi, quiconque d'aller regarder la distance, les tables d'un mètre, tout ça. C'est les conneries monstrueuses dans les endroits touristiques. On est collés l'un à l'autre, on fait la queue l'un à l'autre. Donc tout ça. Et alors tu as le pauvre pizzaiolo où la Covid-19 n'y est pas parce que la Covid-19 a des températures de 80-90 degrés. Déjà, elle a du mal à vivre normalement. Avec 90 degrés, là, tu la mets une pizza avec la mozzarella. Et tous les vois en train de transpirer avec le masque. J'ai dit au gérant, allez voir votre médecin du travail et vous verrez qu'il va vous écrire que porter les masques pour un pizzaiolo devant un four où il fait même parfois plus de 80 degrés parce qu'entre le four et la chaleur extérieure, eh bien, on en est là. Et on voit très bien, oui, monsieur, mais c'est la loi. Il dit que le personne doit porter le masque. Oui, mais il y a après ce qu'on appelle l'approche individuelle. La santé publique, c'est le respect de la santé individuelle. Quand tu as ton pizzaiolo qui dit que l'autre jour a failli s'évanouir, je pense ces choses-là parce que il faut vraiment amener les gens à avoir la vie de réagir individuellement. Ce n'est pas simplement d'aller faire une révolution dans la rue ou aller casser les monuments aux Champs-Élysées. Chacun de nous doit utiliser son cerveau. Moi, si j'étais gérant de restaurant, je suis prêt à me battre contre l'État, mais je ne ferai pas travailler mon pizzaiolo avec le masque où il a une perte d'oxygène. Et ça, c'est quelque chose de grave. Et tout ceci passe comme une lettre à la poste. Comme si le pizzaiolo devant la pizza, la situation de celui-ci serait très différente de mes collaborateurs au cabinet qui ne portent pas de masque, qu'on garde effectivement, on a les gels hydroalcooliques, on se lave les mains, on respecte ceci parce qu'on le fait, tout est à disposition. Il y a même un protocole de 11 pages au sein du cabinet pour que, effectivement, du fait qu'on est dans un contexte, mais je ne vais pas imposer les masques à mes collaborateurs. Et je ne le ferai jamais. Voilà. C'est pour ça que… Oui, pardon, Sylvain. Non, mais je sais bien, c'est comme là, tu sais, je regarde quand il y a des matchs de foot, alors plus en France, parce que notre président a décidé que le championnat de France de football devait s'arrêter. Il avait demandé que tous les autres championnats européens s'arrêtaient, ils ne se sont pas arrêtés. Alors on voit, alors une équipe de foot, c'est quand même 22, 23, 24, 25 joueurs. Quand dans les vestiaires, la victoire, ils s'embrassent tous, quoi, tu vois.
Et Bien par sûr. contre, à l'école, dans une classe de 20, 30 personnes, il faut qu'ils mettent des masques, les gamins. Ce qui est une absurdité, parce que les chiffres que tu as donnés, et je ne conteste pas, bien au contraire, il faut les rappeler. De 0 à 15 ans, 0,18, on n'est qu'à 0% de décès. On a parlé d'une fille de, je pense, pas du tout Covid, c'est des mais même une seule personne, ça ne justifie pas la mise en œuvre d'un processus médicamenteux comme le fait de porter un masque. N'oublions pas que porter un masque, c'est médicamenteux, c'est un acte médical. Après, nous avons les chiffres de 15 ou 18 ans à 44, nous avons des décès qui sont au niveau de 3%. Donc, ça veut dire tout simplement qu'on est dans quelque chose d'une aberration totale. Bien sûr qu'on a des personnes âgées qui sont en péril. C'est un virus, mais comme la grippe. La grippe saisonnière tuait 20 à 25 000 personnes il y a 15 ans. On a donné tous les chiffres évolutifs. Chaque année, elle tue encore entre 10 et 12 000 personnes. Et le vaccin qui était préconisé, qu'on dit il faut que se vacciner, c'est faux. Parce qu'on a vu que du fait qu'il y a une évolution chaque année du virus, le vaccin de l'année précédente, fabriquant qui n'est jamais, mais donc c'est l'immunité de groupe qui permet effectivement à nos sociétés de tenir le coup. Donc la chose est vraiment prise d'une manière, et là, tout le monde a raison de se poser la question. Pourquoi cette oligarchie mondiale est en train d'utiliser cette pandémie pour imposer quoi? Une nouvelle dictature? Pour imposer quoi? Parce qu'il y avait des peuples qui commençaient à se rebeller, parce que les Gilets jaunes en France, c'était quand même une manifestation d'une situation difficile qu'on trouve dans d'autres pays. Il fallait quoi? Resserrer la vis sur le peuple, parce que la démocratie, comme on dit, est le moins pire de tous les systèmes, mais qui s'inspire plutôt des dictatures que des dictatures de démocratie. Donc, moi, j'attire aussi notre point à tous nos amis. Est-ce que vous avez beaucoup parlé de la Chine en ce moment? On n'a quasiment pas parlé de la Chine. La Chine se porte très bien. 3,5% de croissance au mois de mai. Les chiffres de juin, non, du mois de juin, pardon, 3,8. Là, on va voir en juillet. On parle un juillet de 4 à 5% de croissance pour la Chine. On a confiné quoi? On a confiné Wuhan, on a confiné 40 millions de personnes, et puis c'était quelque chose qui était rattaché peut-être à un virus qui était parti de quelque chose de très étrange. À Pékin, on n'a pas confiné la ville de Pékin, on a confiné un quartier. Et la Chine, c'est 1,5 milliard de personnes qui ont vécu librement. Donc, c'est pour ça qu'on peut se poser beaucoup de questions et avoir vraiment des doutes sur la gestion. Pendant que tous les médias avaient annoncé la deuxième vague en Chine qui n'est jamais venue. Et il n'y aura pas, parce qu'actuellement, il n'y a aucun chiffre. Là, on dirait même les informations que j'ai, mais tu en as beaucoup plus que moi, parce que c'est plutôt ton domaine. Actuellement, on parle vraiment de chiffres dérisoires. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui meurent beaucoup plus en accident de voiture en Chine actuellement que de la pandémie de Covid-19. C'est les chiffres que moi j'ai, les informations que moi j'ai personnellement. Oui, oui, je confirme. Et de plein d'autres choses. Hein. De plus de crises Bien sûr. cardiaques, plus d'AVC, ainsi de suite. On parle que du. On devrait tenir le décompte des morts de crise cardiaque tous les jours, le décompte des Bien morts sûr. d'AVC de tous les jours, le décompte des cancers. Ben, vivez plus, hein, restez cloîtrés chez vous. Qu'est-ce que c'est Réaction 19? Ah ben, Réaction 19, d'abord, je voulais vous donner une nouvelle, et je la donne, et c'est dans toute l'émission que je la donne. Nous avons atteint les 1000 adhérents. Aujourd'hui même, au moment où je te parle, c'est extraordinaire. C'est l'information qui m'a été donnée par mes collaborateurs. Donc, nous avons 1000 adhésions, c'est extraordinaire. C'est une association qui est née, Réaction 19, réagir, voilà, la Covid-19, réaction. Réagir par rapport à quelque chose qui était cette pensée unique. Et dans l'objet de l'association, effectivement, il y a un travail qui est fondé sur le droit, la liberté, les valeurs républicaines, liberté, égalité, fraternité, être une association de proposition, être une association de défense des intérêts individuels et collectifs, apporter un soutien en termes de droit, d'information sur le droit, de vulgarisation du droit, au sens bon du terme. Voilà, Réaction 19. Donc, réagir à cette idée qu'il y a une pandémie, qu'il y a une épidémie, qu'il y a un problème de santé publique, et qu'à travers ça, on va tuer toutes les libertés et on va massacrer les grandes valeurs de la République. Donc, le but est celui-là, que nous avons envie de le partager avec des gens comme toi, avec des lanceurs d'alerte, avec des associations, d'autres, et tous ceux qui peuvent amener. Moi, j'ai dit une phrase qui est maintenant en train un peu de devenir un peu l'emblème: soyons tous les ambassadeurs de la liberté.
C'est quelque chose de très important. C'est comme, tu sais, et j'aime bien dire cela, parce que c'est comme un avocat qui va plaider l'innocence de son client et il ne dit jamais le mot innocent devant le tribunal. Alors que si la liberté, nous la voulons, il faut la crier. Nous voulons la liberté, nous voulons vivre libre. Nous ne voulons pas être sans cesse matraqués par un pouvoir policier, par un pouvoir judiciaire, par un pouvoir exécutif qui est en train de nous briser. Et l'espace de liberté, c'est quoi? C'est les réseaux, c'est nos échanges, c'est seulement ça. Et après, on doit se taire quand nous sortons de chez nous. On doit marcher comme des brebis pliées, comme tous des quasimodos soumis au pouvoir. C'est inacceptable. Moi, je suis de passage, si les bonnes sur cette terre, comme la plupart. On sait qu'il y a un rendez-vous inéluctable, c'est la mort. Écoute, moi, j'ai envie de vivre la vie avec passion, avec générosité. Ce n'est pas de faire n'importe quoi, mais de vivre en n'étant pas dans la crainte d'avoir un gendarme derrière moi chaque seconde. Et j'ai envie de vivre une vie en tant que protagoniste avec l'envie de transmettre ce que j'ai dans mon cœur et pas soumis en attendant d'être à la retraite, un jour de mourir et dire qu'est-ce que j'aurais fait sur cette terre? J'aurais accepté de manière silencieuse les abus de pouvoir? Non, je ne veux pas. Eh bien, Réaction 19. Donc, c'est quoi? On s'abonne comment? C'est une adhésion qui se fait sur le site. Il y a le site de Réaction 19, il y a un formulaire et en plus, on a mis en place PayPal. C'est 10 € pour les personnes physiques et 20 € pour les personnes morales. Et à travers ça, vous bénéficiez de toute une entraide qui se fait à travers CAB Associés, que le cabinet d'avocats, mais d'autres avocats. Par exemple, il y a des situations dans lesquelles le cabinet, par exemple, n'est pas spécialisé. Il peut y avoir d'autres avocats qui vont intervenir. Donc, la situation, ce n'est pas de monopoliser, mais celui d'utiliser toutes les énergies et toutes les synergies possibles. Avec Maître Mana, par exemple, que tu m'as présenté, nous allons travailler dans les jours à venir la cotisation sur le masque. On ira très loin. On va mettre en place un travail commun et je suis très heureux d'avoir fait sa connaissance. Et à travers Action 19, il y aura ensuite cette synergie qui va se créer. Et donc, je n'ai pas dit non parce que ce n'est pas non. C'est bien au contraire. Tous ceux qui veulent amener leur énergie, leur passion pour sauvegarder la liberté, eh bien, sont les bienvenus. À quelque titre que ce soit, adhérents, pas adhérents, amis, l'important c'est de s'unir et de créer un groupe fort qui puisse avoir une valeur. C'est comme tous ces abonnés YouTube qui sont nombreux. C'est important. Ce n'est pas un pays d'État. Je crois que tu en as plus de 200 000. C'est énorme. Et ces gens qui te suivent à travers ton travail de lanceur d'alerte, dans lequel tu mets en exergue tous les points qui ne vont pas, de l'information, etc. C'est un travail extraordinaire. Donc, des personnes comme toi, à ajouter moi-même dans mon petit, ben, si on peut, voilà, le nombre fait la force. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de continuer. Même si des fois on nous critique, on nous traite de complotistes, on l'a écrit pour moi, sur Le Parisien, on a écrit que Maître Bourza pouvait peut-être être complotiste. Bon, en plus, ça veut dire quoi être complotiste? Déjà, c'est comme le populisme. Tu sais, les mots que l'on crée un peu galvaudés, non, c'est pas. Quand ils n'ont rien à dire, ils disent complotistes, populistes. Voilà, c'est tout ce qu'ils ont, parce que de toute façon, qui lit encore cette presse? S'il y a critiquer le gouvernement, je suis absolument d'accord. Eh ben moi, je trouve super tout ce que tu fais, Carlo. Hein, tu as parlé de Maître Mana, Mana, Brusa, Trotta, punaise, je vais te le dire, il va sortir le décret en titanien, je te le dis. Hein. C'est génial. J'ai mis le t-shirt de Valentino Rossi parce qu'il a fait son premier podium à 42 ans. C'est vrai. Hein? Absolument. Alors, absolument. Écoute, c'est génial. Tu as une pêche extraordinaire. Moi, j'adore ça. Hein? Je mets les liens de l'émission, comment contacter Carlo, l'association Réaction 19. Et comme le dit Carlo, tous ensemble, on est bien plus fort qu'eux. Absolument. Je te remercie beaucoup et cette invitation m'a profondément touché. Je te le dis du profond du cœur. J'en ai les frissons. Tellement je suis heureux parce que c'est un moment de partage que j'attendais depuis longtemps et merci d'avoir ouvert ta porte à la mienne. Voilà, à ma personne. C'était avec grand plaisir et tu reviens quand tu veux. Super. Merci Silvano et merci à tous tes amis. Ciao, ciao, ciao à tutti. Ciao.